Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est la première émission spéciale 1 an de Boisvert Radio, série d'émissions annoncées dans les derniers jours sur Facebook qui servira à célébrer le premier anniversaire là, de Boisvert Radio. Le premier invité de cette semaine est Ray Lalonde. Ray est un analyste et chroniqueur sport et business au 98,5 FM, au FM 93, au Kick FM, à TSN 690 et à RDS. C'est un grand plaisir pour moi de le recevoir. Ray Lalonde, bienvenue à Boisvert Radio. Comment allez-vous? Salut, ça va bien? Oui, ça va super bien. Écoutez, d'abord, on va commencer par parler de votre parcours. Vous êtes vraiment un expert là, dans l'aspect business du sport en général. Comment cette passion s'est-elle développée chez vous? C'est une excellente question, mais ça n'a pas commencé avec la business du sport. Ça a commencé avec une passion de joueur, de participant. Okay. Quand j'étais vraiment tout petit, j'ai eu l'occasion dans la région de Trois-Rivières, de participer à toutes sortes d'équipes sportives, baseball, hockey, football, évidemment. Okay. Beaucoup de golf, beaucoup de tennis. Fait que je me considère à ce moment-là, un généraliste. J'ai beaucoup d'attachement émotif et beaucoup de passion pour plusieurs disciplines de sport. Okay. C'est certain qu'à un moment donné, quand tu es à l'école, tu es jeune, c'est organisé, c'est désorganisé, c'est un peu n'importe quoi. Mais j'ai quand même, évidemment, sauté dans les équipes organisées, tu sais, du hockey, puis oui, bantam midget, du baseball, puis oui, bantam midget, puis ainsi de suite, puis du football à l'école secondaire, suivi du cégep à l'époque. C'était du cégep qui appelait du cégep 3A. Il y avait 6 équipes au Québec. Puis ensuite, je me suis retrouvé à jouer au football universitaire à McGill. Okay. Puis, tu sais, mes intérêts pour le sport ont toujours été dominants dans ma vie. Mm-hmm. Littéralement, là, ça fait 50 ans. Ça fait que c'est ça que je fais, puis c'est ça qui m'a toujours carburé. Puis, quand j'ai arrêté de jouer, j'ai découvert qu'il n'était pas question que j'arrête et que je coupe, puis que je fasse une coupure avec le sport. Je voulais tout simplement faire un pont avec l'administration du sport. Ouais. Puis j'ai étudié à McGill en éducation. Je suis devenu enseignant pendant un moment, pour quelques années, mais je poursuivais ma carrière d'entraîneur de sport. Puis je commençais au football, par exemple, et puis ça m'a conduit à une ambition d'atteindre la NFL. Okay. Puis je suis allé coacher, puis je voulais coacher en division 1, puis je voulais aller avec les meilleurs. Puis à l'époque, fin des années 80, c'était Penn State. Okay. Le meilleur programme de division 1 sortait d'un championnat national en 82, puis un autre en 87. 86, 87, puis je me suis retrouvé là en 87, et puis j'ai appris avec une grande organisation, un grand programme qui avait beaucoup de ressources, et puis j'ai coaché là-bas. C'est une fierté personnelle pour moi d'avoir été en division 1 aux États-Unis. Ben oui, c'est impressionnant. Ça a été très important dans mon cheminement puis dans mon inspiration, parce que ça m'a fait découvrir l'aspect universitaire collégial aux États-Unis, puis l'importance de la NCAA comme industrie, mais aussi comme importance culturelle dans la société américaine. Le football, le basketball, et un peu plus loin, les autres sports comme le golf, le tennis, le hockey, la gymnastique, c'est vraiment important, le sport universitaire pour les Américains. Et puis, cette passion-là, j'essaie toujours de la retransmettre quand j'en parle sur les ondes des plateformes médias au Québec, parce que j'aime ça partager avec les Québécois, les Canadiens, comment les Américains sont vraiment connectés de près au sport universitaire. Il y a beaucoup d'importance. C'est un modèle comme le Rouge et Or et Glenn Constantin tente, et avec succès, là, de répliquer. C'est une certaine culture qui est permanente et profonde, qui fait en sorte que le Rouge et Or gagne beaucoup parce qu'ils ont adopté cette mentalité d'excellence. C'est grâce à Glenn, bien sûr, mais les jeunes qui sont là veulent être excellents et veulent être un peu dans un modèle américain. Fait que j'ai fait ça pendant 3 ans. Je suis retourné après au football universitaire canadien avec McGill. J'ai été faire le saut dans ce qu'on appelait la NFL Europe à l'époque. Okay. Et puis cette ligue-là avait des équipes en Europe et aussi 3-4 aux États-Unis, une au Canada, à Montréal. Puis
c'était une bonne expérience au niveau professionnel parce que là, j'étais plus dans le coaching, j'étais dans l'administration, la gestion d'équipe. Puis là, ça a fait son temps, la Ligue a fermé boutique, on s'est retrouvé pas de job, puis j'ai eu une entrevue avec la NBA littéralement une semaine après. Et ils m'ont offert un poste après une journée à New York passée avec les dirigeants, dont des dirigeants de haut niveau, Ross Granick qui était le numéro 2 de la NBA à l'époque. Et on m'a offert une job. J'ai eu mon permis de travail. Je suis allé m'exiler aux États-Unis à New York. J'ai travaillé pour la Ligue pendant 6 mois avant qu'ils m'offrent d'aller ouvrir le bureau de la NBA en Europe. Alors, j'ai fait ça, puis j'ai travaillé 7-8 ans avec la NBA. À New York, ça a été mémorable. J'ai adoré ça, mais je n'ai pas resté assez longtemps. J'aurais voulu être plus longtemps à New York, mais je me suis retrouvé à Genève en Suisse, puis à Paris en France, puis on a ouvert des bureaux partout en Europe, puis j'avais une trentaine de pays où j'étais en contact constant. Et puis, ça a été très bon. Quand j'ai quitté l'NBA, je suis revenu au Canada en transition graduelle. Puis, j'ai obtenu le poste de vice-président et chef de la direction marketing et vente des Canadiens. Un poste que j'ai gardé pendant 10 ans. Puis, on a fait des bonnes choses. On avait une organisation qui était la meilleure de la Ligue à tous les niveaux. Pendant mon séjour-là, on avait une équipe d'étoiles en termes d'employés et de dirigeants. Ça a été difficile sur la glace, mais on était compétitifs quand même, mais pas d'équipe aspirante à la Coupe Stanley. Mais sur le côté business, en tout cas, on était les meilleurs à tous les niveaux. Vente de billets, vente de produits dérivés, commandite, promotion, marketing, production de matchs, de cérémonies. On a fait le centenaire pendant ce temps-là. En 2009. J'étais avec mon équipe, là, l'architecte de tout ce qu'on a fait pendant 5 ans pour le centenaire, qui a mené aux festivités en 2009, incluant le chandail retiré de Patrick Roy, par exemple, puis des grands moments dans l'histoire du club, mais pas de Coupe Stanley. Malheureusement. Donc, après ça, après 10 ans, je suis allé président des Alouettes pendant presque 2 ans, et puis j'ai lancé ma compagnie pas longtemps après, où je fais de la consultation, puis beaucoup de conférences, beaucoup de médias depuis 7-8 ans. Je suis allé travailler des mandats avec Équipe Canada aux Jeux olympiques à Sochi, en Russie. Puis, tu sais, je suis un gros consommateur de sport, pardon. J'ai un gros intérêt pour toutes sortes de disciplines sportives. J'adore assister à des grands événements sportifs, de la Coupe du Monde aux Jeux olympiques, au Super Bowl. Alors, tu sais, pour moi, il n'y a pas de limite. Puis, je suis aussi passionné aujourd'hui que je l'étais quand j'ai commencé ma carrière il y a déjà 36 ans déjà. Excellent, très intéressant. Parlons un peu des conséquences de la pandémie là, sur le sport en général. En effet, l'impact financier de ce qu'on a vécu de la pandémie, de l'arrêt du sport et maintenant de la reprise graduelle, pas mal sans partisans. Il y a des ligues, des équipes qui ont perdu des commanditaires. Quel a été l'impact là, sur les ligues professionnelles nord-américaines? Quelle est leur situation économique présentement? Mais de façon générale, Charles, elles ont tous souffert beaucoup. Financièrement, en termes de connexion avec les partisans, l'engagement nécessaire. Il y a eu des pertes, puis il y a aussi beaucoup d'argent laissé sur la table. Tu sais, c'est pas nécessairement des pertes, mais c'est des manques de revenus. Ça dépend comment tu l'interprètes. Mais, tu sais, même si la pandémie dure depuis à peu près 14 mois, l'an dernier, à pareille date, t'sais, on a eu un gros arrêt au mois de mars, avril, mai, mais au mois de juin, la PGA Tour a recommencé. Puis à la fin juin, la MLB de soccer ont repris en Europe. Puis en juillet, le baseball a repris vers le 23, puis le hockey, puis la NBA dans les bulles. Juillet, début août. C'est juste que ça a été pénible, le chemin. Très nébuleux. Très difficile pour ces ligues-là de faire leurs frais. Mais ce qu'on doit admirer, c'est qu'ils ont tous, comme dirigeants, été déterminés à reprendre, à survivre. Et même s'il y a des milliards de dollars qui ont été perdus, littéralement, là, on parle de milliards de dollars, pas juste au total, mais dans chaque ligue, il faut quand même reconnaître que l'expérience totale leur a fait comprendre que c'était vraiment important d'exister, de survivre, de préserver ce qu'ils avaient, puis d'essayer de rester connectés avec leurs partisans en attendant la fin de la pandémie. Puis là, c'est plus long qu'on pensait, puis là, c'est plus difficile, puis on ne voit maintenant que le retour à la normale, quand tu regardes
des championnats de golf ou tu regardes des matchs de hockey ou de baseball aux États-Unis, on voit des grandes foules. Oui. Fait que, tu sais, on a de l'espoir maintenant. Puis au Canada, ça s'en vient. Ouais. Mais, je veux dire, ça a été difficile, là. Puis il y a dans des ligues comme plus faibles, comme la Ligue canadienne, le football, il y a des gars qui ont mis fin à leur carrière parce que ça leur prenait le job pour vivre. Mais oui. Dans d'autres ligues, il y en a qui ont décidé de ne pas jouer pendant la pandémie avec une raison médicale. Et ça leur a coûté beaucoup d'argent, ça. Ouais. On n'a qu'à penser à Laurent Duvernay-Tardif. Mais oui. T'sais, alors, c'était pas un sacrifice facile. Mais en tenant compte de tout ça, dans la grande partie des choses, la société était frappée. Les gens ont perdu leur vie, ont perdu des proches, ont perdu des amis, ont perdu des jobs, ont perdu des business. La souffrance a été générale. Le sport, c'est juste un morceau. C'est pas plus important que qu'est-ce qui est arrivé à tout le monde. Alors, aujourd'hui, on doit quand même se réjouir là, qu'on s'en va dans la bonne direction. Ouais. Puis qu'on va tous, comme dirigeants sportifs, être plus habiles à gérer des situations comme ça. Personne n'avait de l'expérience là-dedans. Fait que ça, c'est une bonne chose. Puis, la plupart des ligues vont survivre sans avoir perdu des morceaux, si on veut. Ouais. Fait que, mais il y a des ligues comme l'OHL en Ontario, hockey junior major, même pas joué une game de l'année. Ben oui. C'est quand même incroyable parce que ce sont des business qui valent des millions, pas des dizaines de millions, mais des millions de dollars. Puis ils ont souffert, ils n'ont même pas été capables de jouer un match. Alors, on a hâte que ça soit fini, mais on doit reconnaître que certaines ligues ont vraiment été extraordinaires dans la relance. Ouais, fait que, mettons, en résumé, ça a été dur, mais les durs jours là, sont derrière nous et ça va reprendre là, à pleine capacité. Là, prochainement, il y a de l'espoir. Je le crois beaucoup, oui, absolument. Ouais. Parlons des Jeux olympiques. Juste pour les auditeurs, là, au moment d'enregistrer l'émission, on est le 25 mai. Donc, je ne sais pas si le Comité international olympique aura décidé d'annuler ou non les Jeux d'ici là. Mais bon, on a quand même un expert en la matière avec nous et on va lui en parler. Donc, du côté business, quelles seraient les conséquences là, d'une tenue, donc comme prévu, peut-être à huis clos ou juste avec des partisans japonais, des Jeux olympiques à Tokyo dès le 23 juillet? Ben, à mon avis, là, dans la situation dans laquelle on est, s'il n'avait pas annulé l'an dernier, Charles, il aurait annulé cette année. Ouais. Parce que moi, je pense qu'honnêtement, ce qui se passe au Japon actuellement, c'est pire que l'an passé. C'est juste que le monde entier, aujourd'hui, a une année et 3-4 mois d'expérience. Les vaccins circulent. Fait qu'on a pris le contrôle un peu de cet aspect-là. Mais au Japon, c'est un état d'urgence. C'est un état d'alerte. Oui. 75% des Japonais ne veulent pas avoir les Jeux ou au minimum, ils veulent les voir reporter une autre année, ce qui n'est pas possible. C'est pas possible de remettre ça en 2022 étant donné que tu as des Jeux d'hiver en février prochain à Beijing. Et la Coupe du monde de soccer? Pardon? Et la Coupe du monde de soccer, mais c'est vrai que c'est en décembre, fait que ça n'a pas rapport. Continuez. Exact. Non, mais c'est un bon point. Si à un moment donné, tu rentres dans un conflit d'événements, c'est vrai, ça. T'sais, alors, cette année, c'est un état unique. Ouais. Je pense qu'ils veulent aller de l'avant coûte que coûte. Mais je ne crois pas au jour où on va voir des partisans, des amateurs, des acheteurs de billets aux Jeux olympiques à Tokyo. Il n'y aura pas de déplacement provenant de l'extérieur, à part les athlètes et les dirigeants. Ouais. Je pense que, je ne sais pas si c'est à huis clos complètement ou partiellement, mais j'ai de la difficulté à voir comment on va remplir les gens. Surtout que les Japonais eux-mêmes vivent des moments difficiles dans leur nation. Ouais. Puis ils sont très soucieux de voir arriver des étrangers, y compris les athlètes. Ouais. Ça va prendre des conditions spéciales, ça va être coûteux. Mais ça a déjà atteint le 20 milliards US en coût. Fait que veux-tu de plus? Il va y avoir plus de sécurité, plus de besoins médicaux, de protocoles nécessaires, des conditions vraiment difficiles. Ça va coûter des sous. Ça va coûter des sous pour garder en vie et maintenir la technologie puis les installations, les infrastructures qui étaient bâties pour ça. Ouais. T'as pas le choix vraiment. C'est pour ça que si on était une année plus tôt puis n'avait pas annulé en 2020 puis les Jeux étaient originalement prévus pour 2021, on les reporterait, c'est sûr, parce que ça va pas assez bien là-bas pour avoir les Jeux olympiques tels qu'on le connaît. Ouais. C'est toujours une question d'argent, Charles. C'est toujours une question d'essayer de survivre. Puis les droits télé sont vendus, puis ça coûte cher. Puis NBC Sports paye beaucoup d'argent au CEO pour ces jeux-là. Fait qu'ils veulent les Jeux,
puis le CEO veut l'argent. Fait que là, on s'organise ici pour faire les jeux no matter what. Puis c'est un peu ça qu'on voit devant nos yeux. Ouais. Et à l'inverse, là, quelles seraient les conséquences d'une annulation des Jeux olympiques, ce qui serait une première là, depuis la Deuxième Guerre mondiale? Écoute, je peux même pas imaginer là, les conséquences. Ouais. Reporter, c'est une chose, on l'a fait. Ouais. Puis tu as réalisé vite que comment l'année a passé vite. On s'en est même pas rendu compte qu'on avait reporté les Jeux. Ouais. C'était pas réaliste. Là, annulé, avec ce qu'ils ont dépensé pour bâtir un village olympique, une ville pour accueillir les Jeux, avec ce que ça veut dire pour les athlètes qui s'entraînent, puis qui avaient un cycle olympique à tous les 4 ans, puis c'était leur tour en 2020. Déjà 2021, ça complique les choses. En contrepartie, 2021, ça donnait une année de plus à tout le monde. De repos pour se préparer aussi, puis se faire une tête autour de ça. Mais c'est pas facile pour les athlètes. Ils gagnent même pas leur vie à faire ça. Là. C'est des amateurs officiellement. Oui, c'est vrai. C'est pas tous des joueurs de la NBA ou des joueurs de la Ligue nationale qui participent comme professionnels. Là. Il y a des jeunes athlètes que c'est leur moment de leur vie. Puis là, déjà, t'as pas de partisans, t'auras pas de parents, t'auras pas de visiteurs, t'auras pas tes amis. T'es un peu seul dans l'équation. Si t'avais annulé tout ça, je ne sais même pas la conséquence pour eux. Mentalement, ça serait déprimant. Ouais. Financièrement, ça serait une perte totale pour Tokyo. Il faudrait qu'ils réappliquent s'ils voulaient les Jeux en, mettons, 2032. Parce que là, t'es rendu à 2028 à Los Angeles. Fait que les prochains Jeux d'été après ça disponibles, c'est 32. C'est loin. Dieu sait que la technologie bouge vite. Tu ne pourrais pas nécessairement utiliser tout ce qui existe déjà. Là. Ouais. Fait que, écoute, c'est immesurable. Ah, tout à fait. Donc, ça fait le tour. Ray Lalonde, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio. Ça fait plaisir, Charles. Bonne chance avec ton projet. Continue le bon travail. Puis j'espère que les gens vont t'écouter avec enthousiasme. Puis tu vas continuer de nourrir ça avec des invités, la qualité du contenu qui va garder les gens connectés à toi. Excellent. Je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre carrière et c'est toujours un plaisir de vous voir dans nos écrans, à la télé ou à la radio. Vous êtes toujours très pertinent. Merci, Charles. Content d'être là aujourd'hui. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de 1 an de Boisvert Radio à Boisvert Radio.